question. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Sachant que l'objet de cette discussion est de présenter le Clean Language, une méthode que j'applique depuis assez récemment et j'ai de très bons résultats avec cela. Et pour pouvoir présenter le Clean Language, ce que je te propose tout d'abord, c'est de te présenter toi. Ok. Donc moi je m'appelle Frédéric Quier, j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire. Donc déjà je travaille en tant que directeur de projet sur des projets informatiques, mobiles, ce qu'on appelle digital aujourd'hui. D'accord. Et à côté de ça, j'ai une activité, on va dire, hypnotique, dans le sens où moi je suis praticien en hypnose ericksonienne à accompagnement du changement. D'accord. Donc formation que j'ai faite avec Gilles Voirin, qui est maître praticien de l'Arche. Ouais. Et derrière ça, j'ai aussi suivi des formations, notamment, je suis venu au Clean Language un peu par hasard, où je me suis toujours interrogé sur l'efficacité de la question posée à un interlocuteur. D'accord. Et voir où ça a amené cette personne. Et dans ce cadre-là, j'ai été mis au courant d'une formation que donnait Sophie de Brias à l'université ou dans une école. Mais moi, je ne pouvais pas y assister, donc j'ai dit zut. Et bon, la conférence, c'était 3 ou 4 jours, je crois, sur présentation du Clean Language et de la modélisation symbolique. D'accord. Donc j'ai dit, tiens, c'est intéressant. De fil en aiguille, la même année ou l'année suivante, il y avait James Lawley et Penny Tompkins qui intervenaient à l'Institut Repère pour présenter le modèle PRO, donc qui est problème, remède, objectif, et avec une introduction quand même au Clean Language et à la modélisation symbolique ou modélisation métaphorique, comme ils aiment à l'appeler maintenant. D'accord. Donc j'ai suivi, c'était 3 jours. Et puis après, j'ai contacté Jennifer De Gant, qui est la représentante de l'école française du Clean Language en France. Donc je l'ai appelée, on a pris rendez-vous et je lui ai dit que j'étais intéressé par cette approche. Et donc elle m'a dit, moi, on échange des compétences technico-fonctionnelles, informatiques que tu peux nous apporter sur le site internet du Clean qu'on veut remettre à jour, sur la communication via les médias sociaux, Facebook et compagnie. En fonction donc de ton expertise, nous on te formera en tant que membre de l'école française du Clean au Clean Language. J'ai suivi des sessions avec Jennifer, j'ai suivi des sessions de travail, des petits groupes de travail qui sont organisés par Sophie de Brias chez elle à Levallois, une fois par mois. Et de fil en aiguille, j'avais traduit aussi le livre de Wendy Sullivan et de Judy Rees qui s'appelle Revealing Metaphors and Opening Minds, donc révéler les métaphores et réaliser, ouvrir la conscience, réaliser des prises de conscience, ouais. Les fameux insights. Donc j'ai traduit ce bouquin qui est resté à l'état de traduction, parce que j'ai contacté des éditeurs, etc. Bon, ça n'a jamais rien donné. Donc j'ai le livre. Donc si ça intéresse des gens qui me contactent. Et puis derrière ça, j'ai commencé, en plus de mettre en place un peu la communication, on va dire, digitale du Clean en France, je me suis dit, pourquoi ne pas présenter aussi le Clean Language à différents endroits. Donc, j'ai présenté avec Pank une vidéo lors d'un podcast. Ensuite, Christophe m'a dit, j'organise un truc à Pleyel Saint-Denis, un hypno découverte avec différents thèmes. Donc, toi, tu présentais la street, l'hypnose de rue. Moi, je présentais une présentation à peu près synthétique du Clean. Et puis derrière ça,
la vidéo a fait un peu le tour sur Facebook et Cyril Champagne à l'Arche, qui dirige, qui est le directeur de recherche de l'Arche maintenant, avait organisé cette année tout un cycle d'approches sur les structures hypnotiques dans différents types de thérapies. Et quand il a vu la vidéo, il m'a dit tiens, ça nous intéresse, est-ce que tu voudrais venir présenter aux personnes qui font partie du cycle hypnologie le Clean Language, et avec vraiment un angle très, très précis, puisqu'il fallait que je présente les structures hypnotiques du Clean Language. D'accord. Donc, qu'est-ce qui, dans les questions du Clean, fait que ça fait rentrer la personne dans un état, on va dire, spécial, voire un état quasiment de transe personnelle. On ne peut pas appeler ça vraiment de l'hypnose dans le sens où il n'y a pas... souvent, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a une dissociation entre conscient, inconscient, intérieur, extérieur, etc. En clean, on ne l'a pas trop, parce que la personne internalise beaucoup du fait que les questions qui lui sont posées lui font réaliser une sorte d'introspection intérieure pour aller chercher les réponses justement aux questions qui lui sont posées. D'accord. Et Voilà. justement, alors le clean apparemment ça intéresse de plus en plus de monde. Si tu devais présenter justement le clean language, qu'est-ce que tu dirais? Si je devais présenter le clean, je dirais que le clean language en lui-même n'est pas la seule chose qui existe. On va dire, c'est un cadre avec des questions assez précises, même très précises, puisqu'elles ont été définies, elles sont passées de 6 à 9 à 12. Donc il y a 12 questions de base. Et le clean, ça fait partie derrière de tous les outils qui ont été mis en place par David Grove, qui est le créateur du Clean Language. Et derrière, il y a eu des évolutions, parce que lui est décédé un peu prématurément, et ces évolutions ont permis de continuer à trouver de nouvelles questions. Donc, grosso modo, il y a 12 questions de base, et ensuite, il y a 12 questions spécialisées. Donc, la plupart du temps, quand on regarde le cadre de ce qui est présenté, c'est vraiment parmi les 12 questions de base qu'on travaille. Mais il se peut qu'en fonction de ce que la personne va apporter, on ait besoin aussi d'utiliser quelques questions spécialisées du clean. Donc là, je pourrais redonner la liste de toutes les questions, mais c'est peut-être pas l'objectif. Ouais, et puis j'inviterai les personnes qui nous regardent à aller sur ton site internet pour en savoir plus aussi. Voilà, donc si les gens sont intéressés, ils vont sur hypno-consult.com. Dans la rubrique articles, il y a énormément de documents, puisque j'ai toutes mes présentations, les documents sont ouverts et disponibles pour tout le monde. Tu parles... Pardon. Excuse-moi, non, je t'ai coupé. Continue, je t'en prie. Voilà, là on trouvera la liste des questions clean. J'ai même créé un petit jeu sur mon site qui permet de générer des questions aléatoires en clean language. Donc, derrière, le clean, c'est donc, je disais, si on reprend la question initiale, c'est un outil. D'accord. Donc cet outil, on l'utilise dans un cadre précis. Alors ça peut être soit de la thérapie, soit du coaching, soit de l'accompagnement de groupe. Donc on peut voir ça soit à un niveau individuel, soit à un niveau gestion d'équipe. Ça peut se faire à différents niveaux. D'accord. Le tout, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens qu'ils travaillent sur des métaphores. C'est-à-dire qu'on va leur poser une question dans un cadre bien précis. Par exemple, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être performant dans votre entreprise? Et s'il y a 5 personnes autour de la table, chacun va exprimer sa vision de la performance. Oui.
ils vont arriver en disant moi je suis performant, c'est un peu comme si j'étais un coureur de fond, je commence doucement mais après j'accélère sur la fin. Donc voilà, les métaphores elles vont arriver comme ça. Et souvent on se rend compte que c'est des problèmes de communication qu'on trouve un peu partout, c'est que il y a de l'interprétation, les gens projettent. Donc c'est comme quand on écrit un mail à quelqu'un, on n'a pas le ton, on n'a pas les gestes, on n'a pas le visuel, on n'a rien du tout, on n'a que de l'écrit. Derrière, l'interprétation de l'écrit va faire que on va se retrouver avec notre propre interprétation de ce que la personne a envoyé, sans savoir, et en l'interprétant, on va peut-être mal l'interpréter. C'est pour ça qu'il y a mécommunication, parce qu'on ne comprend pas le sens qu'il y a derrière soit l'image ou derrière le mot. Voilà, c'est ça. Et donc, et puis il n'y a pas le contexte, il n'y a rien du tout. C'est un peu comme, il y a un bon livre de Václavic, je sais que c'est l'art du changement, je crois, où il donne une petite comment dire, anecdote qui dit, qui présente quelqu'un qui est dans un champ avec des amis et il va sur il est dans le bas du champ et il voit quelqu'un il y a des hautes herbes devant lui et il voit quelqu'un qui est en train de marcher comme ça, mais il ne voit que le haut de la personne et il se dit mais il est complètement débile ce gars, qu'est-ce qu'il a à marcher comme ça? Et en fait en prenant de la hauteur, donc c'est un peu le changement de perspective ou le changement de contexte aussi, en prenant de la hauteur, il y a quelqu'un qui regarde et qui voit qu'en fait, la personne, elle marche comme ça, mais que derrière lui, il y a des canetons. Et en fait, il est en train d'apprendre aux canetons à marcher parce que les canetons ont perdu leur mère, leur père, donc ils sont orphelins. Et pour leur apprendre à marcher, ils marchent comme ça. C'est vrai qu'on voit toujours un peu de son point de vue, sans essayer forcément de voir du point de vue des autres ou d'un autre point de vue. Et justement, dans le clean, en faisant parler les gens sur leurs métaphores, souvent, on arrive à créer, notamment dans les groupes, des métaphores communes. C'est-à-dire qu'on va arriver à construire la métaphore qui fera que tout le monde sera centré sur l'objectif qui est défini, par exemple être plus performant ou vendre mieux, ou enfin tout ce qu'on trouve dans les entreprises où on veut améliorer quelque chose, que ce soit les finances, que ce soit le commerce, que ce soit tout type de la comptabilité, etc. Et il y a une anecdote aussi assez drôle, c'est que dans le livre de Wendy Sullivan et de Judy Rees, elle disait que sur des projets informatiques, notamment, il y avait 2 banques qui devaient communiquer. Et donc, ils avaient commencé un projet, etc. Ils commençaient à avoir un budget, et le budget était pharaonique, quoi. Et tout ça parce que, en fait, au départ, les 2 banques ne se sont pas parlé, et quand elles se parlaient, elles ne parlaient pas de la même chose. Donc, résultat, les consultants qui sont intervenus ont essayé de voir comment on pouvait, au niveau légaux, imbriquer tout ça pour arriver à ce que ça fonctionne. Et il y a un consultant qui est venu et qui a posé 2-3 questions clean. Et en posant ces 2-3 questions clean, ils ont économisé, je crois, de l'ordre de 400 000 €, si je me rappelle bien, sur le budget initial qui devait faire 1,2 million, je sais pas. D'accord. Donc c'est vrai que souvent, en posant 2-3 questions, les choses se décantent et on arrive à quelque chose qui va faire percuter quelqu'un en disant oui, non, en fait, c'était pas ça, c'est ça qu'on voulait. Et voilà, c'est un peu le truc, c'est que pareil, quand on dit à quelqu'un, je veux construire, le client vient et dit, je veux construire un site web. Ok, quel genre de site web? Donc ça, c'est une des questions clés. Là, je rentre pas sur la rhétorique et vous voulez construire un site web et quand vous voulez construire un site web, quel genre de site web vous voulez construire? Donc là, c'est la syntaxe complète du clean. Quand on fait de l'intervention, on
va dire, coaching, enfin peut-être pas coaching, mais en équipe, etc., on va juste poser la question. Parce qu'en fait, on s'adapte aussi au rythme des personnes. En thérapie, hypnose, coaching, on va peut-être, on sait qu'il y a position haute, position basse. Il y a des moments où, pour rentrer en synchro, même si dans le clean, la synchro n'est pas très très importante, on va quand même au niveau du langage et de la parole s'adapter au discours de la personne. C'est-à-dire que si elle commence, si elle est très dans je raconte mon histoire, je sais ce que j'ai, blablabla, 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 il ne s'arrête pas de parler, les questions clean qu'on va poser au départ, elles ne vont pas prendre la syntaxe complète, elles vont aller direct à la question de base. Donc, on disait, et quel genre de site web voulez-vous construire? Et souvent, là, la personne, elle va dire, bah oui, bah moi, je voudrais quelque chose comme Google. Bon, ok, mais Google, d'accord, mais est-ce qu'il y a autre chose à propos de Google? Il va dire, ah bah oui, en fait, c'est la fonctionnalité machin. Donc, est-ce qu'il y a-t-il autre chose à propos d'eux? On va focuser, donc c'est ce que je présentais chez Hypnologie, c'est on est dans un entonnoir. C'est-à-dire qu'on va partir à un niveau assez large et à chaque fois, on va descendre de plus en plus précisément pour faire porter l'attention de la personne sur un point précis qui va faire que ce point précis va peut-être déclencher l'arrivée d'une idée, soit qu'il avait conçue un peu de façon un peu abstraite, soit sur une idée qui est en fait vraiment l'idée essentielle, le cœur de ce qu'il veut vraiment faire. Donc voilà, avec des questions clean, on arrive vraiment à faire, c'est un peu comme quand on fait des recueils de besoins ou des expressions de besoins dans les boîtes, c'est qu'on va voir les utilisateurs, on sait qu'on a quelque chose à construire, et eux, ils savent qu'ils ont quelque chose à construire, et encore, des fois, ils ne savent pas trop, et l'objectif, c'est de dire, bah oui, ok, vous voulez construire quelque chose, quel genre de quelque chose voulez-vous construire? Et puis après, là, on va repartir sur les questions, et y a-t-il... Et après, on arrive comme ça à faire des liens, parce que la personne va apporter énormément d'informations, et à un moment donné, bah, nous, on note les informations, et à un moment donné, on va reprendre un point qu'elle a cité, et on va le mettre en relation avec une des choses qu'elle a dit au début, et dont elle ne se rappelle plus parce qu'elle a dit tellement de choses et pour elle c'est naturel, elle connaît tout, elle sait tout. Nous on ne sait pas, donc, et on ne sait jamais rien d'ailleurs. Et le but c'est de dire, bah, est-ce que entre ça, ce que vous venez de dire au départ, et ce que vous avez dit au début, il y a une relation. Et là, souvent la personne, poum, bah, on parlait de bug, elle fait elle se met comme ça, et, il y a un moment, quoi. Ah, j'attends, je ne sais pas, il y a un truc qui se passe, je ne sais pas, mais il y a un truc. Et souvent, elle sait ce qui se passe. Et grâce à ces questions clean, on arrive donc à créer effectivement ces nouvelles connexions entre des neurones, entre des idées. Surtout entre les symboles qu'elle a apportés. Alors justement, tu parles des symboles, de métaphores. En quoi c'est important de travailler sur les symboles ou les métaphores dans les métiers de l'accompagnement? Alors, de plus en plus, enfin moi au début je ne voyais pas beaucoup, mais sur les différents groupes Facebook, hypnose, coaching, etc., on voit de plus en plus fleurir des articles justement sur l'utilisation de la métaphore. Ouais. En hypnose, on sait qu'il y a des métaphores imbriquées, on sait qu'on peut faire un niveau, deux niveaux, au troisième niveau, on balance la suggestion, et puis on revient au deuxième niveau et au premier niveau. Ouais. Mais la suggestion, c'est le sandwich, le fameux sandwich, où on l'a planté, elle est là, et souvent la personne qui n'a pas fait attention, mais l'inconscient, lui, l'a engrangé. Ouais. Donc il y a cet aspect-là de la métaphore. Après, la métaphore, c'est aussi... souvent les gens... j'avais fait un slide qui présentait qu'est-ce qu'une métaphore, parce qu'il y a des métaphores, on va dire...
métaphores internes, des métaphores externes. Il y a des analogies. L'analogie, c'est pas la même chose que la métaphore. Après, il y a plein d'autres types de ce qu'on peut assimiler à des métaphores, mais qui en font partie. Mais c'est vraiment très fin. Et là-dessus, la métaphore, ça fait voyager quelque part. Parce que on est habitué, parce que je relisais ce matin un truc sur Bandler et Grinder, où on est des robots. C'est-à-dire le matin, je me lève, mon téléphone sonne, je vais prendre mon petit-déj, ensuite je vais prendre ma douche, je vais aux toilettes ou l'inversement. Enfin, c'est vaut mieux aller aux toilettes et prendre sa douche. On a tous nos schémas, effectivement, on a tous nos patterns, ouais. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on est répétitif sur plein de choses. Après, je m'habille, je mets mes chaussures, je prends mes clés, je vérifie que j'ai bien mon téléphone, que j'ai bien mes papiers, mon sac. Si j'ai quelque chose à emmener, il faut que j'y pense. Et voilà. Mais on est toujours dans des schémas, tac, 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 tac. Et c'est robot, quoi. Le matin, boum, boum, boum. Le soir, c'est pareil. Je sors au travail, je dois prendre tel bus, je dois monter dans tel train, je dois récupérer mon scooter, je dois passer par tel chemin. On est téléguidé. Le but des métaphores, justement, c'est que souvent, on utilise c'est l'exemple qu'il donne, 6 métaphores par minute. Mais on n'y fait pas attention. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a des métaphores, ce qu'ils s'appellent des métaphores mortes, qui on fait même plus attention au fait que c'est une métaphore. On emploie comme ça, et pouf, j'en ai ras la casquette, par exemple. Si on te dit c'est une métaphore, ah oui, c'est vrai, c'est une métaphore, mais c'est une image. Tu l'as tellement entendu autour que tu l'as tellement intégré, que après, toi, tu dis, tu as compris ce que ça voulait dire. Parce que tu dis à quelqu'un qui ne parle pas français, j'en ai ras la casquette, il ne va pas comprendre. Regardez bizarrement, je ne comprends pas. Et souvent, ce qui est intéressant aussi en coaching, etc., c'est de faire des sessions où la personne, on lui demande de parler dans une langue qu'elle connaît. Et là, tout de suite aussi, pouf, rupture. Parce que autant là, moi je parle, ça sort tout seul, je réfléchis même pas. Je réfléchis, mais ça sort naturellement parce que j'ai toute la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, tout ça. Et il suffit qu'on me dise, tiens, maintenant on va faire le Skype en anglais. Là, tu vas actionner d'autres zones du cerveau, là. Voilà. Et donc, déjà, on va descendre d'un niveau, parce qu'on va plus être aussi fluent, on va dire, flexible au niveau du langage. On va chercher ses mots. Parce que, oui. Et là, on va trouver des métaphores. Ah ouais, ça va être un petit peu plus compliqué, ouais. Voilà. Et donc, tout à l'heure, j'écoutais une vidéo et il y a un gars qui parlait en anglais. C'était des présentations de formation sur WordPress. Et le gars dit I killed 2 birds with 1 stone. Donc, j'ai tué 2 oiseaux avec une pierre. En France, on va dire j'ai fait d'une pierre 2 coups. Donc, d'accord. Il y a culturellement aussi, l'utilisation de la métaphore va avoir un impact parce que la signification ne sera pas la même. En anglais, on tue 2 oiseaux d'un coup avec une seule pierre. Donc, c'est quand même violent. En français, on fait d'une pierre 2 coups, mais on ne sait pas de quoi les 2 coups, sur quoi les 2 coups ont porté. Donc, virtuellement, on se dit, oui, c'est une vieille expression, je lance une pierre 2 coups, ça veut dire que peut-être potentiellement, je tue 2 animaux, mais ça peut être à des ricochets aussi. Bien sûr, ouais. Enfin voilà, donc il y a vraiment différents niveaux d'interprétation et de compréhension des métaphores. D'accord. Et donc, dans le cadre du coaching, les métaphores, c'est assez intéressant, surtout quand elles viennent du client. Donc, parce que le but du clean, c'est d'être le plus clean, au sens... c'est parce que souvent on dit oui, le langage propre. C'est pas le langage propre, c'est le langage qui ne va amener aucune perturbation dans l'espace que construit le client. Donc c'est vraiment plutôt ça. Parce que clean en anglais, ça a plein de significations.
Et l'une des significations, c'est pas non polluant, mais c'est qu'il ne va amener aucune perturbation. C'est ça qui est super quand on utilise le clean, c'est que il n'y aura pas d'interprétation de la part du coach, puisqu'on va reprendre mot à mot en fait l'image du coaché. On va prendre sa métaphore. On va questionner par le biais de questions clés sa métaphore pour que celui-ci puisse avoir une autre perception de sa métaphore. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que plus on travaille sur la métaphore et plus la perception de la problématique exprimée sous forme de métaphore change. Comment tu peux expliquer ça? Et c'est surtout, on va travailler sur les symboles qui sont apportés dans la métaphore. Et il suffit qu'au moment où on va poser une question, la personne revoit peut-être en se disant le mode de fonctionnement qui a amené à la métaphore et qui fait que dans la métaphore, elle réagit d'une certaine façon. Et le fait d'en prendre conscience, elle va modifier elle-même sa métaphore. On va lui dire, et si vous changez, et si par exemple le seau d'eau n'est plus un seau d'eau, qu'est-ce qui se passe? Et là, le fait de changer peut-être le seau d'eau en seau de je sais pas quoi, d'autres, ça peut rester le seau, mais le contenu va changer. Ça sera plus de l'eau, ça sera de la peinture, par exemple. Le fait que ça ait changé dans sa métaphore va faire que ça va changer aussi chez elle. Et ce qu'il faut bien voir dans le clean, mais c'est vrai pour tout, pour coaching, thérapie, etc., c'est que le contenu, il ne s'agit pas de forcément changer tout chez la personne, mais c'est de lui donner de nouvelles possibilités qu'elle pourra choisir consciemment ou inconsciemment. Le but, c'est pas de faire changer forcément la personne complètement, c'est d'ouvrir son champ d'options, de choix. Et en faisant ça avec la métaphore, après, souvent, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, sauf si on suit longtemps la personne, mais même des fois, la personne ne sait pas ce qui se passe, mais elle sait que ça a changé. Ouais. Il y a quelque chose qui a changé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand ça change, la métaphore, elle va évoluer derrière. Et il se peut qu'une fois suivante, elle revienne avec la même métaphore, mais qui aura... une version différente, qui aura un peu changé, il y aura des éléments nouveaux ou d'autres qui auront disparu. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a la façon de travailler aussi en clean, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, il y a le clean language, mais il y a les approches clean space, modélisation symbolique et emergent knowledge. Et donc toutes ces, on va dire, ces approches complémentaires qui utilisent toutes le clean language apportent des outils complémentaires. Donc on parlait de travailler sur des dessins aussi, parce que souvent des fois les personnes, on se fiche de la façon dont elles dessinent. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'attention qu'elles portent sur les objets qui sont présents dans ce dessin. Qu'est-ce que ça signifie pour elles, et en quoi c'est important. Le dessin va être une métaphore, et encore une fois, en questionnant son dessin, on va encore une fois changer la perspective des choses jusqu'à ce qu'il y ait ce fameux bug. S'il y a bug, est-ce qu'on peut dire que grâce aux questions clean, le coaché est sous hypnose? Alors, pour moi, déjà, personne ne sait définir et donner exactement une définition de l'hypnose. Donc, pour moi, il est dans une transe. D'accord. Il est dans une transe. Alors, je ne vais pas reprendre les termes de François Roustan qui dit la transe, c'est un état modifié de conscience. Parce qu'il dit un état, c'est un état intenté, modifié. Quand il est modifié, c'est plus un état. Et conscience, la conscience, on ne sait pas ce que c'est. Donc, la définition est trop large. Voilà. Définir l'hypnose, c'est toujours difficile. Les Américains, eux, ils sont plus
plus flexibles dans le sens où ils utilisent le mot trans tout le temps. Hypnosis, c'est moins courant quand on lit les bouquins d'Erikson, etc. C'est trans, vous êtes en transe. Comment vous savez que vous êtes en transe? Il ne dit pas et vous êtes sous hypnose et vous êtes hypnotisé. Donc, il y a vraiment un état, on va dire, d'intériorisation et de construction. Et après, cet état, on le retrouve dans les outils où on se met en position soit méta, soit en position à la place d'une autre personne. Et partout, de toute façon, il y a une dissociation. Même si l'objectif du clean, c'est pas de dissocier les personnes, c'est justement souvent même de les associer à ce qu'elles ressentent. Et il y a un exemple assez frappant, moi, sur un groupe de travail avec Sophie de Brias. On était 4 ou 5, et donc chacun, son tour, prend la place du facilitateur, enfin du client, avec 4 facilitateurs, et chaque facilitateur pose chacun à son tour une question en clean language. Donc c'est jamais la même personne qui pose la question. Donc déjà, à chaque fois, on change de... Donc ça fait bizarre, donc on parlait de bug, mais dès qu'on pose une question, il y a de rupture de pattern. Ou des approfondissements, ouais. Voilà. Dès qu'on change d'interlocuteur, on ne sait pas quelle question il va poser, etc., pouf, ça décale à chaque fois et ça remet dans une autre position. D'accord. Et ce qu'il y avait de marrant ce soir-là, c'est que moi donc on passait chacun son tour sur le client, et puis moi je travaillais sur des fois le fait que dans le travail, il y a des moments où j'en peux plus parce que les gens ils n'apportent pas suffisamment d'informations, même si tu leur demandes, c'est très long et tout ça, et des fois je me disais, ça m'énerve. Et donc j'ai eu 2 fois 4 questions, donc 8 questions, et à la 8e question, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai senti que j'avais les bras en feu, et tout ce qui était l'énervement, la colère dans ces situations-là, j'avais l'impression que tout sortait de mes bras, par mes mains, quoi. Et c'était brûlant, quoi. Et l'intérêt justement des questions clean, c'est justement souvent, et dans tous les types de questionnements, c'est de souvent faire focaliser la personne sur ses sensations. Et ces sensations, elles remontent et elles vont s'exprimer soit visuellement, soit par de la gestuelle, soit par de l'auditif. Ça va... c'est comme si ça faisait un nettoyage quelque part. D'accord. Mais bon, mais après, des fois, on ne sait pas de quel type de nettoyage il s'agit. Dans ce cas-là, quand tu réponds aux questions clean, tu fais plus appel à la partie consciente ou la partie subconsciente ou inconsciente selon les écoles? Au départ, on fait appel à la partie consciente. Ouais. Et de plus en plus, quand on rentre dans son monde, qu'on travaille sur des points bien précis, etc., de plus en plus, il y a une part d'inconscient qui remonte. Et il y a des moments où on va apporter quelque chose, on ne sait même pas d'où c'est venu. Et c'est venu de quelque part. Mais c'est venu peut-être dans le monde. Est-ce qu'il est possible de créer ses propres questions clean? Ah, là, c'est une bonne question. Moi, déjà sur la traduction des questions clean, comme je disais tout à l'heure, culturellement, c'est difficile souvent d'adapter parce qu'il y a une signification dans la langue et dans la culture des gens qui fait qu'une question spécifique va vouloir dire quelque chose pour cette personne. Et si on la traduit ou qu'on l'interprète, parce que des fois la traduction littérale, ça veut dire n'importe quoi, c'est à l'interpréter. En l'interprétant, on va essayer de coller le plus possible à l'essence de la question.
mais qui n'aura peut-être pas forcément la même puissance que dans la langue d'origine. D'accord. Et moi, il y a des questions clean, notamment la question de départ qui dit qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe. Pour moi, au départ, c'était pas très clair avant qu'on m'explique. Oui, voilà, on est là, c'est l'instant présent. Vous avez un objectif, vous voulez travailler sur quelque chose, et quand vous voulez travailler sur quelque chose, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Quand on explique comme ça, c'est un peu plus clair. Mais si on arrive dans une session qu'on ne sait pas ce qu'on va, déjà on ne sait pas ce qu'on va trouver, on se pose déjà 1000 questions, on est déjà dans un état de conscience un petit peu spécial, et si on commence à poser une question comme ça, on va rester. Puis souvent il y a des gens qui disent je sais pas. Je comprends pas la question. Ouais. Je sais pas. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que quand une personne dit je sais pas, on prend le clean et on dit mais et quand je sais pas, quel genre de je sais pas est ce je sais pas? La personne elle dit oh là, elle s'attend pas des fois à ce qu'on lui pose ce genre de questions. Et là déjà boum, elle dit oui mais quand je sais pas, c'est comment quand je sais pas? Enfin j'imagine. Et puis après bon, au fur et à mesure qu'on pratique, que les gens sont habitués, ça rentre dans, c'est intégré. Mais c'est vrai qu'au départ, pour moi, les questions... Alors, savoir si on peut fabriquer ces questions clean, je dirais que il faut arriver... Je dirais oui, on peut arriver à créer ces questions clean à partir du moment où on ne fournit aucune suggestion dans la question et où on n'apporte aucune projection de son monde à soi dans la question qu'on pose à l'autre personne. Alors après, c'est un travail de syntaxe, un travail grammatical, un travail lexical, etc., qui va faire que il faut... je ne sais pas comment on arrive à... J'ai jamais d'ailleurs essayé de construire des questions en clean language. Mais je sais que il faut se poser la question justement. Est-ce qu'on peut créer ses propres questions de clean language, et ça serait intéressant de voir quel processus permettrait justement d'arriver à créer de nouvelles questions clean. Parce qu'encore une fois, pour définir une question clean, pour la valider comme étant clean, le principe étant de ne jamais imposer son propre monde, respecter le monde intérieur du coaché, de la personne qui exprime sa métaphore, de n'en faire aucune interprétation et de la renvoyer vers son monde intérieur finalement. Voilà. C'est ça. Hein. Et après, ça va être aussi pas forcément son monde intérieur, dans le sens où ça pourra être aussi, il y a des questions, est-ce que c'est plus interne ou plus externe? Ouais. Et là, quand on fait ressortir la personne, si c'est plus externe, mais ça sera toujours autour d'elle, enfin, ça sera dans son monde. Donc ça, c'est ça qui est... D'accord. Qui est puissant. Le clean, est-ce qu'il permet de résoudre des conflits? Alors, en one-to-one, si c'est deux personnes qui parlent en même temps, qu'il y en a une qui maîtrise le clean et l'autre pas, oui, ça peut permettre de résoudre des conflits. D'accord. Par contre, si c'est deux personnes qui ne connaissent pas le clean, qui ne savent pas ce que c'est, déjà, elles ne pourront pas l'utiliser. Ouais. Donc, la résolution de conflit sera plus compliquée. Mais c'est souvent, d'ailleurs, là, quand je discutais avec Sophie de Brias, elle s'est orientée vers... alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un gars qui travaille principalement sur la résolution de conflits. Et il n'utilise pas forcément le clean, mais quand on a du clean à sa disposition comme outil, c'est vraiment un plus. Moi, j'ai vraiment remarqué que ça donne une autre tournure aux séances, que on rentre plus facilement dans l'imaginaire et de la personne.
et ça donne une autre perspective, encore une fois, et moi, ce que je voulais dire, voilà, j'ai retrouvé le nom du truc, c'est Process Work. Voilà. Process Work. Je ne sais plus qui l'utilise, et donc dans un des process, justement, c'est de la gestion de conflits. D'accord. Après, c'est une autre approche, hein, c'est pas du clean, c'est d'autres concepts. Il y a beaucoup il y a diverses branches, ça vient de la spiritualité, du chamanisme, enfin il y a plein de choses qui amènent à ce process work. Donc il y a des gens, pareil, en France, mais surtout aux États-Unis, en Angleterre, qui sont spécialisés là-dedans et qui interviennent avec... il fait des gros séminaires, hein. Je crois que le gars à Barcelone, l'autre fois, il devait y avoir, je ne sais plus combien, 400 personnes, ou je ne sais pas quoi, pour un séminaire, donc c'est énorme. D'accord. Mais il utilise sa façon de travailler dans la façon de gérer aussi, parce qu'il arrive à gérer d'énormes groupes, rien qu'avec son process work, justement. D'accord. C'est assez intéressant, et souvent les gens sortent de ces séminaires en ayant eux-mêmes résolu des conflits personnels. Donc ça, c'est efficace. Ok, écoute, avec tout ce que tu nous racontes, on voit bien l'intérêt du Clean Language. Comment on peut faire pour se former? Alors, pour se former, il faut déjà trouver des formateurs. Donc, il y a un site qui s'appelle cleanlanguage.fr, où sur ce site, on trouve les superviseurs, les facilitateurs, les personnes formées au clean, donc qu'on peut contacter. Donc, il y en a un peu dans toute la France aussi, mais il n'y en a pas beaucoup. Et parmi ceux qui donnent sur la région parisienne des cours, il y a Sophie de Brias qui anime des cours en université et qui a un site de formation, je crois, de 8 week-ends, donc 16 jours, 12 jours, je ne sais plus combien, ou 6 fois 2, je ne sais plus. Donc elle fait une formation au clean. Donc, après, c'est des étapes, c'est un peu comme en hypnose ou ailleurs. Il y a le niveau facilitateur de base. Après, il y a une année où on accompagne un superviseur pour acquérir de l'expérience. Donc, on est plus dans l'apprentissage réel. Et au bout de cette année-là, on devient facilitateur, je ne sais plus quoi, ou maître facilitateur. Et après, il y a une autre étape pour passer à superviseur et formateur. D'accord. Donc, c'est un cursus, quand on a le temps, qui peut quand même prendre de 3 à 4 ans pour arriver à un niveau superviseur en clean. Donc, parce que c'est comme tous les outils, hein, si on ne pratique pas, si on ne l'utilise pas, et on perd. Et en perdant, on devient moins bon. C'est ça. Et en même temps, avec le clean, moi j'ai appris à poser de nouvelles questions. En quoi la question est vraiment aussi puissante dans le cas d'un coaching ou autre même? Pourquoi la question est puissante? La question est puissante à partir du moment où elle fait rentrer la personne dans une réflexion. Ouais. C'est-à-dire que, on en parlait l'autre jour, hein, mais de plus en plus, les personnes ne se posent pas vraiment de questions. On parlait tout à l'heure de « j'agis comme un robot ». Pourquoi le matin, je vais d'abord déjeuner, ensuite je vais prendre ma douche? Est-ce qu'on s'est jamais posé la question? Et voilà, il y a plein de situations où on ne se pose plus de questions et où, ne se posant plus de questions, on vit comme ça, au jour le jour. Et souvent, justement, la puissance de la question, ça va être une remise en cause de ses fonctionnements, de ses habitudes, de ses modes de pensée. Et voilà, et c'est là que je pense que la question est puissante, c'est que sans question, déjà, il n'y a pas de réponse. C'est ça. Et après, ces réponses vont peut-être amener à d'autres réflexions, donc d'autres questions, et ainsi de suite. Plus les questions clean qui peuvent nous aider à travailler encore plus sur les images, les métaphores, l'imaginaire, les projections. C'est un outil formidable pour...
Et c'est surtout aussi, là, comme disait c'est Václavic, là, on ne peut pas ne pas communiquer. Ouais. Je veux dire, à partir du moment où il y a une interaction, ça c'est que ça soit aussi pour les animaux, hein, mais pour les êtres humains, c'est encore plus flagrant parce qu'il y a en plus le langage qui vient par-dessus les expressions, on va dire, reptiliennes. On ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas suggérer, parce qu'à partir du moment, même en ne parlant pas, je suggère quelque chose. Il y a toujours suggestion. Ce soir, j'étais habillé avec un bandeau autour des cheveux, une chemise violette, et puis machin. Déjà, rien que visuellement, les gens, on ne peut pas faire une deuxième fois première impression. C'est comme quand on travaille dans les banques, les machins comme ça, on n'arrive pas en tennis, basket. Non, il y a des codes. Machin, il y a des codes. Bon, il y a le Friday wear, le Friday, ok, super, je m'habille relax, mais même des gens qui s'habillent relax. Ils sont jamais tout à fait relax. Mais ils ont enlevé la cravate. Donc voilà. Et donc je pense que c'est un peu la PNL, hein. On ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas suggérer, et je pense qu'il faudrait arriver, et on ne peut pas ne pas questionner. Ouais. Parce que à partir du moment où il y a une interaction, il y a forcément un moment où on va poser une question. On ne se regarde pas comme ça, et puis tout va bien, on a communiqué par la pensée. Non, ça va être tiens, comment ça va aujourd'hui? Pof, déjà, comment ça va aujourd'hui, c'est une question. Et on attend une réponse. Et tout est basé. La question, c'est le mode d'échange verbal. Oui. Donc, on peut faire des onomatopées. Ah, oh, ouais, super, machin, etc. Mais il y a un moment, on va poser une question. Parce que sans question, on s'en va. Ouais, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de suggestion. Tes machins, bon, je pense tout ça, peut-être, super, mais derrière, si je rentre pas en contact, et souvent, on voit, c'est comme dans les trucs de séduction, de drague, etc., il faut forcément que quelqu'un pose une question. Tu vas, les trucs, comment ça s'appelle, les speed dating. Oui. Les speed dating, comment ça se passe? J'arrive, j'ai 5 minutes pour faire en sorte que la personne qui est en face de moi soit intéressée par ce que je fais, ce que je dis, ce qui m'intéresse, etc. Pour y arriver, on va déjà on va poser des questions. Lui poser des questions. Ouais. Dire, et toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? La question bateau, globale, etc. Moi, j'aime bien la couture, les vêtements, j'aime bien le design, j'aime bien l'architecture. Ah oui, et là, pouf, du clean. Oui, quel genre Ça va vite, hein. Ça va vite, mais voilà. Mais bon, la question, c'est le mode de communication qui va permettre aux gens de rentrer en interaction. Les questions amènent à des suggestions. On peut suggérer par la question et on peut amener aussi des autosuggestions. Et est-ce que les questions clean permettent d'avoir des autosuggestions pour pouvoir changer? Est-ce que les autosuggestions sont meilleures, sont plus fortes que les suggestions? Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Dans la prise de conscience, oui, l'autosuggestion ou l'auto-réponse, parce que je ne vais peut-être pas l'appeler auto-suggestion, mais l'auto-réponse à une question qu'on se pose sera plus puissante que quand c'est quelqu'un d'autre qui la pose. C'est comme quand on demande conseil à quelqu'un, bon ok, il va nous dire si j'étais à ta place, je ferais ça. On va prendre en compte son avis ou on ne va pas le prendre en compte. Et généralement, on va dire à 80%, ok, il m'a donné son avis, mais finalement, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Donc, après, dans le clean, le but de la question, c'est justement de rien suggérer. Hein. Donc, mais après, dans la vie courante, toute question est potentiellement une manipulation ou une suggestion cachée. Parce que quand on va poser une question, c'est qu'on aura remarqué quelque chose et que ce quelque chose, si ça nous gêne, on va amener dans la question quelque chose qui va porter sur l'aspect qui nous gêne, mais sans forcément le déclarer. Donc c'est la personne qui va amener elle-même ses propres autoréponses, ses propres autosuggestions
pour pouvoir changer. Ça dépend. Ça va dépendre du mode de fonctionnement de la personne. Ouais. C'est-à-dire que si c'est une personne qui se questionne beaucoup, qui réfléchit beaucoup, etc., elle va souvent amener beaucoup de choses. Si c'est une personne qui s'en fout et qui elle est là parce qu'on lui a dit d'être là, ça sera peut-être moins efficace. Ou c'est que le cadre est mal fixé aussi, ouais. Voilà. Après, Ça voilà. aussi. Après, ok, Frédéric, en tout cas, merci pour cet échange. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter concernant le clean, quelque chose que j'ai oublié une question que j'ai pas posée ou quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport au clean? Non, je crois que bon, je vais pas dire qu'on a fait le tour parce que Non, il y a encore plein de choses à découvrir. Et, on fait jamais le tour de tout, mais je pense que dans le cadre de ce qui t'intéresse, il y a pas mal d'éléments qui vont te permettre d'avancer, de construire dessus. Bon, bah écoute Frédéric, merci encore pour ton aide. Et puis, bah écoute, on te dit à bientôt alors. Voilà. Merci. Avec plaisir. Et puis n'hésite pas. À bientôt. Si tu as des questions ou des besoins d'approfondissement, d'éclaircissement, je sais que tu es là. Tu as mon Messenger Facebook. Super. Merci.